Bonjour à tous, merci pour cette introduction. Alors, pour commencer cette matinée du séminaire qui porte sur la thématique des ressources, je vais vous présenter un observatoire qui est conduit depuis 14 ans maintenant en région PACA et qui a été construit autour d'une ressource qui est très importante dans la région pour les apiculteurs du Sud-Est, c'est la lavande. Alors voilà, je vais commencer par introduire cette fameuse ressource qui est la lavande. En France, on compte 33 000 hectares de lavande, dont 90% se situent dans le sud-est. Pas seulement en région PACA, puisqu'on en trouve aussi une grande majorité dans la Drôme, mais une région qui est très connue pour sa culture de lavande, c'est le fameux plateau de Valensole dans les Alpes de Haute-Provence. Alors, je parle de la lavande, mais en fait, je devrais plutôt dire les lavandes au pluriel, puisque en réalité, on parle de culture de lavande et de lavandin. C'est le lavandin qui est présent à 75% dans les cultures de la région PACA. Alors, notamment, donc, qu'est-ce que c'est le lavandin? En fait, donc, on distingue trois espèces de lavande, la lavande aspic, la lavande vraie, qu'on appelle aussi lavande officinale, qui, elle, va être surtout présente sur la zone en vert sur la carte, sur la zone en bleu, et dans la zone en jaune, Baronie d'Iwa. Mais la culture la plus présente, donc, c'est le lavandin, qui, lui, est un hybride stérile entre la lavande aspic et la lavande vraie. Il existe 4 variétés principales de lavandin, et c'est la variété Grosso qui est la plus utilisée dans la région. Donc, ce type de lavande, ça pousse principalement sur sol calcaire, sur des territoires qui sont secs et ensoleillés, et entre 100 et 1200 mètres d'altitude. Donc là, déjà, il y a une grande variabilité au niveau voilà, de la région où ça peut être implanté. Donc, c'est surtout sur le plateau de Valensole qu'on va retrouver le lavandin avec plus de 8000 hectares de lavandin plantés. Et c'est aussi dans la vallée du Rhône, dans la région dans le département Drôme, on va retrouver 5000 hectares de lavande. Dans les régions, dans les secteurs comme les Baronnies ou le Diois, on va avoir une flore qui peut être plus spontanée avec de la lavande fine, mais de manière très générale, comme vous pouvez le voir sur les photos que je vous ai mises, voilà, c'est des zones, c'est des très très grandes surfaces de culture qui sont implantées. Ça pourrait se caractérisée comme une grande culture, la lavande finalement. Donc il y a des très grandes surfaces implémentées. C'est une ressource qui est très importante et c'est très mellifère. La floraison se fait entre juin et juillet et ça va attirer beaucoup d'apiculteurs. En région PACA, par exemple, c'est quasiment la totalité des apiculteurs qui vont venir chercher la mielée de lavande entre juin et juillet sur les différents secteurs de floraison. Et notamment, donc, ce miel, c'est un miel phare pour les apiculteurs de la région. Il est protégé par 2 labels. Le label IGP, donc c'est indication géographique protégée, et le label rouge. Donc, il y a 2 labels rouges qui protègent le miel de lavande. Il y a le label rouge de lavande et il y a le label rouge toute fleur de Provence. Et donc, c'est un miel vraiment d'importance pour les apiculteurs puisque ça représente 40 à 70% de leur production et donc autant de leur chiffre d'affaires. Juste rapidement, le miel de lavande, c'est un miel qui est donc monofloral. À cette période-là, il n'y a quasiment rien d'autre qui ne fleurit. C'est un miel qui va être assez spécifique avec beaucoup de saccharose, supérieur à 5% lorsque ce n'est pas le cas pour les autres miels. Et la lavande, c'est une plante qui donne très peu de pollen, donc on va considérer qu'on va avoir une mielée bloquante avec un blocage de ponte de la reine. Alors, comment est né l'Observatoire de la mielée de lavande? Donc voilà, on vient de voir qu'il y avait une très grande importance économique pour les apiculteurs de la région PACA. Donc pourquoi a été mis en place cet observatoire? Eh bien, c'était pour répondre au début à un constat des apiculteurs. Suite à la canicule de 2003, il y a des apiculteurs qui font remonter aux structures techniques qu'il y a des pertes de production sur la lavande et des dépopulations constantes. Donc de là, il y a plusieurs questions. C'est d'abord comment on fait pour vérifier de manière chiffrée en fait, ces constats, comment on les mesure, comment on va suivre la production sur plusieurs années et sur plusieurs secteurs. Comment on peut estimer une population d'abeilles, parce que jusqu'à présent, on ne sait pas compter vraiment combien il y a d'abeilles dans les colonies. Et donc finalement, comment on va essayer de cerner les facteurs qui influencent la performance pour répondre à des enjeux qui sont des enjeux de production apicole en région PACA. Donc de 2008 à 2016, il y a le projet API Model qui est mis en place,
Il s'agit d'un suivi de ruchers d'apiculteurs professionnels sur 3 grandes zones de culture de lavande. Et donc, ce suivi de ruchers, il passe par des estimations des populations des colonies, des mesures de varroa et des pesées. Notamment en 2013, il y a le développement de la méthode Coleval. Donc, c'est une méthode sur laquelle on reviendra ensuite, mais elle permet d'estimer voilà, différentes matrices apicoles. En 2017, les financements pour ApiModel s'arrêtent, mais l'Observatoire va continuer suite à la demande des apiculteurs. Et à ce moment-là, on va suivre un très grand nombre de ruchers, mais avec très peu de ruches par rucher. Et l'Observatoire va se moderniser avec l'utilisation de balances connectées. Mais le fait de suivre très peu de ruches par rucher, ça ne permet pas d'avoir une représentation de la variabilité au sein du rucher, donc ce n'est pas assez 5 ruches par rucher. Donc le protocole est modifié en 2018 et c'est le même jusqu'à aujourd'hui. Donc on suit 15 ruchers sur 3 grands secteurs, avec 20 ruches par rucher, et on va placer 5 balances connectées par rucher. Cet observatoire, il a vu naître 2 articles scientifiques publiés par notamment André Kretschmar, donc avec qui on travaille pour la construction de cet observatoire. Il y a également aussi plein d'autres projets annexes qui ont été mis en place tout au long de ces 14 ans d'observatoire. On pourra y revenir plus tard. Donc concrètement, sur le terrain, comment l'observatoire se déroule? Donc voilà, ici, on a une carte des 283 ruchers qu'on a pu suivre sur les 14 ans de l'observatoire. Chaque point bleu représente un rucher. Et donc, dans sa globalité, l'observatoire, en fait, il a permis de décrire 5026 ruches, voilà, donc, ce qui constitue un nombre assez conséquent de ruches suivies. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, depuis 2018, l'observatoire, il se base sur le protocole suivant. Ensuite, 15 ruchers d'apiculteurs, donc 5 ruchers par grande zone, 5 ruchers en Drôme, 5 ruchers sur le plateau d'Albion, 5 ruchers sur Valençol. Et en fait, ce sont des secteurs qui sont vraiment différents les uns des autres par rapport à leur date de floraison. En Drôme, c'est un secteur qui va être à floraison précoce. Début juin, on va avoir les premières floraisons de lavandin. Sur Valençol, ensuite, autour du 20 juin, on va avoir la floraison. Et sur le plateau d'Albion, finalement, ça va être plus tardif, c'est plus en altitude. Et c'est surtout une zone de lavande fine. Et en fait, c'est par l'approche c'est par l'étude de ces différentes zones géographiques déjà qu'on va pouvoir avoir une idée de la variabilité régionale de la ressource. L'objectif de l'observatoire, ça va être de comprendre de quoi dépend la production des colonies. Et donc pour cela, on va étudier les caractéristiques des colonies. L'observatoire, il se base sur la formule donc, suivante, qui est que la performance d'une colonie, elle dépend de la ressource, de la population, donc des conditions populationnelles de la colonie, et de l'état sanitaire de la colonie. La performance, en fait, donc, ça va être la production de miel, mais ça, c'est un peu difficile à estimer. Donc, nous, on se base sur le gain de poids, donc, qui va être la différence de poids entre la fin de la mielée et le début de la mielée. Pour mesurer ce gain de poids sur l'ensemble des ruches que l'on suit durant une année, on va passer en début de mielée et en fin de mielée et on va peser les corps et les os de manière séparée. Ça va nous permettre d'avoir un gain de poids en corps, un gain de poids en os et par l'addition des deux, un gain de poids total de la colonie. En début de mielée, également, ce que l'on fait, c'est que sur les ruchers, donc sur les 20 ruches que l'on étudie sur un même rucher, on va choisir 5 ruches qui sont représentatives du rucher et on va placer des balances connectées sur ces ruches. Ces balances connectées, ça va nous permettre, durant la mielée, de suivre son évolution. Donc, on peut suivre les courbes de poids des colonies via le site Optibi, donc qui nous indique également, comme vous le voyez sur la courbe de gauche, on a par exemple les interventions des apiculteurs. Si on a l'ajout d'un caillou sur le toit ou l'ajout d'une hausse, on va avoir un pas. Et le site ApiModel, lui, va regrouper les 5 colonies suivies d'un même rucher sur le même graphique, ce qui va permettre notamment d'observer la synchronie aussi entre les colonies d'abeilles en fonction de leurs entrées et de leurs sorties. Et ça va permettre d'observer voilà, les gains de poids. On démarre à 0 ici et on a une évolution jusqu'à une 50aine de kilos pour la meilleure des colonies de gain de poids total. Donc ensuite, on a voulu essayer d'expliquer cette performance donc qui va dépendre de la ressource, de la population et l'état sanitaire. Nous, ce que l'on mesure sur le terrain, c'est notamment la population. Donc, la population, c'est pour nous les abeilles et le couvain. Pour cela, pour mesurer cette population, on va utiliser la méthode Coleval. Donc, c'est une méthode qui a été mise en place en 2013 et qui va permettre d'estimer différentes matrices apicoles. Donc, en fait, son fonctionnement, son principe, c'est qu'on considère que
la surface du cadre représente 100%, et on va estimer la proportion du cadre qui va être recouvert par des abeilles ou par du couvain ou par n'importe quelle matrice apicole. Donc ici, en fait, si on essaye d'estimer la surface du cadre qui est recouverte par des abeilles, on peut estimer que c'est de l'ordre de 35%. Et le couvain, donc nous, pour l'Observatoire de la mêlée de lavande, on se base seulement sur le couvain operculé, puisque c'est la population d'abeilles qui va ensuite venir renforcer la population de butineuses durant la mêlée. Donc ici, le couvain operculé, on peut estimer qu'il représente 25% de la surface du cadre. Donc voilà, c'est des estimations en pourcentage, mais qui ensuite vont être retranscrits en nombre d'abeilles et en nombre de cellules de couvain operculé. Donc juste pour exemple, voilà, 25% de couvain, c'est plutôt facile à retranscrire. On sait que sur un cadre d'Adam, voilà, il y a 4000 cellules environ, donc ici ça ferait 1000 cellules de couvain operculé sur ce cadre. 35% d'abeilles, ça correspond environ à 800 abeilles. Et donc, en fait, la méthode Coleval, elle nous permet de passer en revue l'ensemble des cadres d'une colonie. On somme ensuite toutes les surfaces de cadres que l'on a estimées, et ça nous permet d'avoir une population d'abeilles estimée et une population de couvain operculé estimée au sein d'une colonie. Donc, ce que l'on fait sur l'Observatoire Lavande, c'est que on suit 20 ruches chez chaque apiculteur. Et donc, ces Coleval, ils vont nous permettre de classer les ruches les unes par rapport aux autres. Donc, par exemple, c'est sur la figure voilà, de droite. On a l'ensemble des... toutes les ruches ont un numéro, elles sont étiquetées. Et donc, voilà, on voit que la ruche numéro 9, par exemple, qui est la plus basse sur les deux graphiques, donc c'est celle qui a le moins d'abeilles. Elle a environ 10 000 abeilles. Elle a 6 000 cellules de couvain. En revanche, la ruche 17, voilà, ça va être la meilleure ruche du rucher. Elle a autour de 28 000 abeilles et plus de 16 000 cellules de couvain. Ça, c'était un rucher d'essaim qu'on a suivi cette année sur le secteur de Valençay. Donc, cette méthode Coleval, maintenant, elle est utilisée de manière très généralisée dans tout le réseau ADA-ITSAP. Il y a une méthode d'apprentissage en ligne qui permet à chacun de se saisir de la méthode. Et en fait, cette méthode, elle va permettre pour nous ici donc, de classer des ruches les unes par rapport aux autres. Mais ça permet aussi, donc nous, ça nous permet de faire un état des lieux d'un rucher à un instant T. Mais c'est très utilisé également pour comparer des ruches entre deux instants, pour voir l'évolution d'une dynamique des colonies. Donc voilà, on s'intéresse à la population sur l'Observatoire de la mêlée de lavande. On s'intéresse également à l'état sanitaire. Donc l'état sanitaire, il y a beaucoup de choses voilà, qui peuvent rentrer dans l'état sanitaire. Mais nous, on va s'intéresser à l'infestation varroa. Et donc, il y a un indicateur qui a été développé qui s'appelle VP pour 100 abeilles. Donc, ça signifie varroa phorétique pour 100 abeilles. Et donc, ça nous permet d'avoir un indicateur de référence pour comparer des ruches entre elles. Donc, qu'est-ce qui se passe pour avoir cette mesure de VP 100 abeilles? Donc, on fait des prélèvements sur chaque colonie. On fait des prélèvements d'abeilles, on vérifie qu'on n'a pas la reine dans l'échantillon, évidemment. Et ensuite, donc c'est une méthode qui est destructrice. Ce n'est pas une méthode comme le CO2 ou le sucre glace. On va laver les abeilles avec le détergent, avec un système de double tamis. Et le tamis du dessous va permettre de récupérer les varroa phorétiques. Donc voilà, cet indicateur, en fait, il nous permet véritablement de comparer des ruches entre elles. Donc ici, je vous ai remis un exemple de l'infestation varroa qu'on va retrouver dans le rucher qu'on a étudié. Donc ce graphique, il veut dire ici qu'on a toutes les ruches qui sont toutes en bas, donc la 6, la 11, la 12, etc. Elles ont 0 varroa phorétique pour 100 abeilles en début de mêlée de lavande. Bien sûr, c'est un faux zéro. Voilà, c'est seulement un indicateur de référence, mais ça veut dire qu'elles ont des taux de varroa qui sont plutôt faibles, alors que la ruche numéro 8, tout en haut du graphique, elle est plutôt infestée avec plus de 10 varroa phorétiques pour 100 abeilles, ce qui va très certainement impacter sa production de lavande. Voilà, donc finalement, ce qu'on suit dans le cadre de l'observatoire, c'est la performance à travers la mesure du gain de poids, la population et l'état sanitaire. Donc il y a un modèle statistique qui a été élaboré grâce à l'accumulation de 5000 colonies décrites et qui nous permet de comprendre comment la population et l'état sanitaire vont impacter la performance. En fait, ça paraît assez intuitif de dire qu'il faut apporter des colonies qui sont plutôt fortes, populeuses, avec beaucoup de couvents operculés et qui ont un taux d'infestation varroa plutôt faible. Donc ça, voilà, ça paraît normal, mais on a pu mesurer vraiment le poids de ces facteurs. Donc, par exemple, pour chaque tranche de 10 000 cellules de couvents operculés en plus dans une colonie, c'est en moyenne quasiment 7 kg de gain de poids en plus à la fin de la mêlée de lavande.
Pour 10 000 abeilles supplémentaires en début de mielée, c'est 4 kg de gain de poids en plus en moyenne à la fin. Et pour le varroa phorétique, donc là, on a un impact bien sûr qui est négatif sur la production de lavande. Jusqu'à présent, jusqu'en 2016, en fait, les résultats de l'observatoire avaient permis de montrer que jusqu'à 3 varroas en début de mielée, ça n'impactait pas la performance. Maintenant, on est revenu un petit peu sur cette mesure. On dit que c'est au-delà de 2 varroas qu'on va avoir une influence négative sur la production. Et donc, au-delà de 2 varroas phorétiques pour 100 abeilles, en moyenne, pour chaque varroa supplémentaire dans la colonie, on va avoir un impact sur la production qui est de 700 grammes de miel en moins à la fin de la mielée. Donc voilà, ces conditions apicoles, on va dire, donc le couvain, l'abeille, le varroa, c'est des conditions qui sont nécessaires pour produire du miel de lavande. Voilà, c'est nécessaire à la production. Mais on s'aperçoit que ça ne va pas être suffisant parce que le modèle, il met aussi en évidence que donc, ces conditions apicoles, en fait, ça représente seulement 25% de la performance. Ça explique 25% de la performance. Et en fait, la majorité de la performance va être expliquée par la ressource. Et le problème, c'est que cette ressource, eh bien, à travers l'observatoire, on a essayé de la décrire, mais en fait, c'est vraiment très compliqué de décrire l'ensemble de la ressource. Donc voilà, la performance des colonies, elle dépend à 75% de la ressource, donc de l'environnement autour du rucher. Et cette ressource, en fait, elle est caractérisée par le nombre d'hectares qui va être cultivé en lavande autour d'un rucher, la quantité de nectar dans les plantes et surtout sa disponibilité du nectar dans les plantes. Et le problème, c'est que voilà, cette disponibilité du nectar va être elle-même conditionnée par des conditions qui sont climatiques et agricoles pendant la mielée. Donc, je parle de conditions climatiques pendant la mielée, ça va être donc les températures, le vent, la pluie, qui vont pouvoir impacter négativement le butinage des abeilles. Je parle de conditions agricoles pour évoquer des risques d'intoxication par des traitements qui peuvent être faits sur des cultures autres que la lavande, par exemple la sauge, comme ça a été le cas cette année. Et enfin, la disponibilité du nectar dans les plantes, elle dépend fortement des conditions climatiques qui sont en amont de la mielée, donc des orages qui vont précéder, des précipitations qui vont précéder la mielée de l'amande. Il y a des études notamment qui ont été faites durant l'observatoire pour essayer de quantifier cette ressource. Donc, il y a des études de la dynamique de nectarification qui ont été réalisées sans pouvoir identifier significativement un lien vraiment entre production de nectar et performance. Il y a aussi des études qui ont été faites pour essayer d'établir une corrélation entre production d'huile essentielle et production de miel de lavande sans pouvoir établir vraiment de résultats probants. Donc voilà, en fait, cette ressource, elle est très compliquée à estimer sur la lavande. Et notamment, elle varie. Ce dont on s'est aperçu, en fait, c'est qu'elle varie énormément en fonction des régions et des années. D'où l'importance d'un observatoire qui soit répété sur les années et qui soit diffusé sur plusieurs secteurs et d'avoir un grand nombre de ruches, en fait, pour pouvoir approcher cette variation de la ressource. Donc, rapidement, je vais présenter le résultat de ces 14 années de suivi. Et par exemple, pour commencer, donc voilà, je voulais vous montrer qu'il y avait des années de production très contrastées sur la lavande. Et donc, c'est par le suivi pluriannuel de beaucoup de ruches que l'on peut avoir une idée de la variation de la ressource. Donc ici, on a cumulé, par année, on a les gains de poids de l'ensemble des ruches suivies, avec voilà, des très mauvaises années, comme par exemple 2009, 2017, 2019 et 2022, malheureusement, qui était une année médiocre sur la lavande. Et en revanche, on a des très bonnes années comme 2010, 2015, 2018 et 2020. Et donc, cette première observation, elle ne permet pas de conclure à une production qui décline de manière constante. Donc, d'où l'importance d'avoir un observatoire qui s'étale sur plusieurs années et qui permet de montrer qu'en fait, la production de lavande, elle n'est pas en diminution constante, mais elle fluctue énormément selon les années. Et en fait, cette fluctuation, ça reflète la disponibilité de la ressource et ça reflète les variations des conditions climatiques qui, elles, vont influencer la concentration du nectar, la capacité de butinage des abeilles, etc. Donc, on a une variation qui va être annuelle de la production et donc de la ressource. On a une production qui va être on a une variation de la ressource qui va être aussi régionale, donc, avec ici, donc, on a représenté les trois grands secteurs que l'on suit, donc la Drôme, l'Ural-Lyon et le plateau de Valensole. De manière générale, il y a
il y a de meilleures productions sur le plateau de Valensole, avec un gain de poids moyen sur les 14 ans qui va être de 31 kg par colonie. En Drôme, c'est un peu moins, on peut enlever 5 kg. Et enfin, le secteur de l'Uralbion est de manière générale toujours le secteur où il y a la performance la plus faible, avec en moyenne 20 kg de gain de poids. Donc ça, c'est une règle qui va être aussi très générale, c'est sur les 14 ans. Et en fait, cette hiérarchie entre les régions, elle n'est pas toujours observée, comme c'était le cas cette année, où c'est la Drôme qui a le mieux performé, avec un gain de poids moyen des colonies de 31 kg environ, alors que le plateau de Valensole a eu, les ruches du plateau de Valensole ont présenté un gain de poids moyen inférieur à 18 kg. Sachant que voilà, ce gain de poids moyen, c'est corps plus os, et on peut retirer 7 à 10 kg de gain de poids qui est situé dans le corps. Donc ça laisse voilà, seulement 10 kg de miel dans les os en moyenne. Et enfin, le secteur de l'Uralbion est celui qui a le moins bien fonctionné. Mais ça reste un secteur qui peut être très intéressant puisque c'est un secteur tardif, donc ça peut permettre d'avoir des circuits de transhumance plus longs. Et en fait, cette année montre encore une fois l'intérêt de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et de diversifier les secteurs de production sur la vente. Donc voilà, ici, on vient de voir que la performance des colonies, elle varie selon les années et selon la région d'étude, ce qui est extrêmement dépendant de la ressource. Rapidement, je voulais vous parler des types de restitution que l'on fait aux apiculteurs qui reçoivent des comptes rendus individuels parce que bien sûr, voilà, on n'a pas de rucher expérimental à l'ADAPI et on travaille main dans la main avec les apiculteurs pros de la région PACA. Donc, ils ont un retour des résultats de leur rucher. Il y a aussi voilà, un compte rendu général qui est fait chaque année et c'est un observatoire qui est présenté de manière récurrente au CETA apicole lors des journées techniques. Finalement, pour terminer, quelle pourrait être la suite de l'observatoire? Comme on vient de voir que la variation de la ressource était extrêmement forte en fonction des années et en fonction des secteurs, on veut à présent s'intéresser aux données climatiques en amont de la mielée. L'analyse des données climatiques pendant la mielée a déjà été réalisée, mais sans pouvoir prouver quoi que ce soit. Donc maintenant, ça va être les conditions climatiques en amont de la mielée qui vont nous intéresser. Et également, il y a de nouvelles zones de production de lavande, notamment dans le Vaucluse, le long de la vallée du Rhône. Les zones de production de lavande s'étendent. Donc, ça va être très intéressant de pouvoir suivre l'évolution de la performance des colonies sur ces nouvelles zones. Voilà, je tiens à remercier ADA France et l'ITSAP pour l'organisation de ce séminaire et l'ensemble des apiculteurs qui participent depuis 14 ans à la construction de cet observatoire. Merci. Super, Amélie, merci beaucoup. Du coup, je vais te communiquer quelques questions. Il y avait deux premières questions plutôt sur les aspects méthodaux. Sur la méthode Coleval, certains se posaient la question sur, quand tu parlais d'estimation de la population d'abeilles adultes, comment vous prenez en compte le fait que des abeilles sont en train de butiner à l'extérieur de la colonie? Oui, en effet, donc il y a toujours un biais dans les colévales. En général, on réalise les visites plutôt le matin, mais il y a toujours une population d'abeilles, en effet, qui va être en dehors, en fait, déjà en train de butiner. Donc ça, c'est toute une population qu'on ne va pas forcément prendre en compte. Mais de manière générale, nous, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir comparer des ruchers entre eux et des ruches entre elles. Donc, comme les colévales sont réalisées à peu près à des moments similaires de la journée, en fait, voilà, on a une perte en effet d'informations sur une ruche, mais quand on compare les ruches entre elles, la perte d'informations, c'est la même pour l'ensemble des ruches. On pourrait essayer d'appliquer un coefficient de correction pour pour prendre en compte toutes ces abeilles qui sont déjà à l'extérieur, mais ce n'est pas quelque chose que l'on fait. Donc ouais, on a une perte d'informations à ce niveau-là. Ok. Ensuite, il y avait une personne qui aurait voulu peut-être que tu reviennes juste en deux mots, qui n'avait pas bien compris sur votre modèle. Qu'est-ce qui vous a permis de voir quel était l'effet de la ressource par rapport à l'effet de ce 75-25? C'était pas trop clair. Enfin, Oui, bien sûr. Du coup, c'est un modèle statistique sur lequel je ne suis pas forcément non plus très à l'aise, donc, qui a été développé par André Kretschmar, donc, qui travaille, voilà, qui est à l'origine de cet observatoire et qui est biostatisticien à l'INRAE. Et en fait, donc, je ne pourrais pas expliquer vraiment dans les détails comment est estimé ces 75%. En fait, c'est une question de la variabilité du modèle et du poids qu'ont chacun des paramètres pour la construction du modèle. Et on s'aperçoit que voilà, les conditions populationnelles et sanitaires pèsent 25% dans la construction du modèle et la ressource, elle va être prépondérante et va expliquer 75% de la performance.
Mais voilà, en statistique, je ne suis pas forcément plus qu'Alexa, donc désolée pour le manque d'informations. Ensuite, il y a deux questions qui se recoupent un peu. Il y a des personnes qui se demandent si ce que tu as expliqué sur la lavande, cette variabilité annuelle sur les secteurs, etc., ces écarts de poids, est-ce qu'on sait si ça peut un peu se reproduire sur d'autres miels de type garrigue, châtaignier, etc. Alors, pardon, vas-y, je te laisse Non, finir non, la c'est ça. réponse. Si c'est des choses que vous connaissez maintenant sur la lavande, mais est-ce qu'on sait si on pourrait l'extrapoler sur d'autres types de miels? Alors, du coup, on essaye d'être assez prudent avec ces modèles. Donc, voilà, c'est applicable sur la mielée de lavande. Par contre, voilà, c'est pas forcément applicable sur d'autres mielées. Nous, donc, la lavande, c'est une culture c'est une grande culture. Il n'y a que ça qui fleurit à ce moment-là. La garrigue, ça va être un miel qui est polyfloral. Donc, peut-être qu'il y a d'autres facteurs qui sont impliqués dans la performance des colonies là-dessus. Par contre, cette méthodologie d'observatoire, c'est vrai que ça peut être réalisé sur d'autres mielés. Ça a été réalisé notamment donc, sur tournesol par l'ADANA pendant 5 ans, il me semble. Dis-moi, Myrène, si je me trompe, mais je Ouais, crois que j'aurais c'était dit ça. un poil plus, peut-être 6, non, je sais 6 plus, ans ouais, peut-être, 5. ouais. Je sais pas trop, 5 Ouais. peut-être. Ouais. Donc, en fait, voilà, cette méthodologie d'observatoire, ça peut être fait sur d'autres mielés. Donc, le tournesol, c'était aussi une grande culture. Donc, c'est vrai que c'est peut-être plus facile à suivre quand quand ce sont des grandes cultures que l'on suit. Mais voilà, ça peut être très intéressant aussi de faire ça sur châtaignier, garrigue, romarin, enfin, sur toutes les mielées en fait, qu'on pourrait envisager et pour essayer d'expliquer la performance des colonies sur d'autres mielées aussi. En effet, ça pourrait être mis en place. En tout cas, ça donne envie parce qu'il y a plusieurs apiculteurs qui souhaiteraient un peu la même chose sur Sur leur d'autres mielées. secteur. Ouais. Et peut-être une autre question. Bon, il y a des questions un peu pratiques. Une personne qui demande lorsque vous trouvez des ruchers avec des fortes infestations varroa, est-ce que derrière il y a un traitement qui est appliqué ou est-ce que l'apiculteur est prévenu en direct ou pas? Alors ouais, du coup, c'est vrai que je ne l'ai pas présenté ici, mais du coup, lorsqu'on fait la visite de début de mielée, donc on fait la pesée, l'écoléval, l'infestation varroa, l'apiculteur est prévenu dans les jours suivants. Il reçoit un compte-rendu individuel suite à cette première visite avec l'état des lieux donc, de son rucher. Et lorsqu'on voit qu'il y a des taux d'infestation qui sont très importants, on l'appelle ou alors on le prévient vraiment tout de suite. Donc c'est écrit dans le rapport, c'est chiffré, mais on le contacte également pour le prévenir. Ça nous est déjà arrivé en 2020 où il y avait des taux d'infestation qui étaient très importants de manière générale, mais surtout sur un rucher. Et dans ces cas-là, donc, on prévient l'apiculteur pour que à la fin de la mielée, il puisse traiter le plus rapidement possible. Donc les traitements en mielée ne sont pas faits. Mais voilà, à la fin de la mielée de lavande, au moins l'apiculteur peut se dire je récolte et je traite tout de suite après. Donc, notamment avec la lavande, voilà, on a une chance que ce soit une mielée donc, qui soit bloquante. Donc on est quasiment hors couvain à la fin de la mielée de lavande et ça permet des traitements qui peuvent être facilement mis en place en fait, dès la fin de la mielée. Et peut-être une dernière question sur le sujet de la ressource en pollen. Est-ce que cette variable, vous la considérez ou pas? Est-ce que son absence, ça peut poser problème? Est-ce que ça pourrait expliquer aussi des différences de Alors cette performance? ressource en pollen, ouais, on ne la prend pas en compte parce que du coup la lavande, c'est une plante qui produit vraiment très peu de pollen. C'est d'ailleurs par l'absence de pollen qu'on peut caractériser que c'est du miel de lavande. C'est pas du tout une ressource qu'on prend en compte, d'autant plus que voilà, on a donc un blocage de ponte qui s'ensuit suite à cette absence de pollen. Du coup, la méthode Coleval, en fait, elle permet d'estimer chez nous le couvent perculé, les abeilles, mais ça permet aussi d'estimer parfois les ressources en pollen, justement, les réserves en pollen, pardon, au sein d'une colonie. Et du coup, je sais qu'il y en a sur d'autres expés qui font ça, qui mesurent le pourcentage de pollen au sein d'une colonie en début de mielée. Et c'est vrai que ça pourrait être quelque chose d'intéressant de voir en début de mielée et en fin de mielée à quel point le pollen a été consommé et voir à quel point la colonie s'est développée ou pas en fonction du pollen au début. Enfin, il y a plein de possibilités qui sont envisageables, mais en effet, le pollen, nous, c'est pas quelque chose sur lequel on se base. Ça avait été fait pendant une année sur la lavande quand même. Il y avait eu des trappes à pollen de poser afin d'étudier la... Il y avait eu des analyses toxicaux qui avaient été faites sur ces pollens pour montrer l'influence de l'environnement agricole en fait sur la lavande.
ce qui en était ressorti rapidement, c'est que c'est dans la zone de la Drôme que les pollens étaient les plus contaminés. Et c'est en effet cette zone-là qui... enfin, la zone de Valençol est aussi très, très agricole, mais c'est dans la zone de la Drôme qu'on retrouve le plus de zones viticoles. Et c'était cette zone-là qui était la plus contaminée au niveau des pollens. Et alors que le secteur de l'Ural-Lyon, qui est un peu moins agricole, on va dire, un peu plus sauvage, là, il y avait des taux de contamination plutôt faibles. Voilà, on a étudié quand même les pollens sur certaines années.